je vous propose de passer à notre séminaire qui est consacré cette année au sommeil, au replay, à l'apprentissage. Et j'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Andrion, qui est un chercheur français, qui est à l'Institut du cerveau, l'ICM de la Salpêtrière. Merci beaucoup Thomas d'être avec nous aujourd'hui. Alors Thomas a fait son master avec Giulio Tononi à l'Université de Wisconsin. Ensuite sa thèse avec Sid Quider à l'École normale supérieure. Il est parti en Australie, à Melbourne, où il a travaillé avec Nao Tsuchiya et Joel Pearson. Et ensuite, il est revenu depuis quelques années maintenant avec un poste à l'INSERM et une équipe avec le professeur Isabelle Arnulf et le docteur Delphine Oudiette. Isabelle Arnulf, qui est la chef de service du service de sommeil de la Salpêtrière, viendra nous parler elle-même dans quelques semaines. Et c'est donc une équipe de recherche qui s'appelle la Dream Team, c'est vraiment parfait, qui travaille sur les états de sommeil, les états de rêve, et essaie de comprendre ce que fait le cerveau dans ces états-là, donc à l'ICM. On va donc entendre parler aujourd'hui d'un sujet qui est particulier, c'est qu'est-ce que le cerveau continue de faire pendant le sommeil? Est-ce qu'il se coupe complètement du monde extérieur pour se tourner uniquement vers un monde de mémoire, un monde intérieur, ou bien est-ce qu'il continue de laisser rentrer des données ou de traiter des tâches qu'il aurait déjà lancées pendant la veille? Voilà le sujet. Merci beaucoup Thomas. Merci d'accueillir Thomas. Pour moi, c'est un moment spécial parce que je me souviens très bien de la première fois que je suis venu au Collège de France. Alors jeune étudiant fraîchement arrivé de province, et le Collège de France avait ses airs de temple du savoir, donc c'est un honneur de présenter un peu de mes recherches, mais aussi celles des autres, et de ces nouvelles directions et découvertes qu'a prises la recherche sur le sommeil ces dernières années. Alors c'est un sujet qui tombe à point, puisque le New Yorker, dans le numéro de cette semaine quasiment, a fait tout un long reportage sur l'insomnie, donc sujet qui concerne malheureusement beaucoup de monde. Et l'article commence peut-être de la meilleure manière possible, puisqu'il raconte une scène qui s'est déroulée dans de nombreux lits pour des temps immémoriaux, entre une personne souffrant d'insomnie, qui va demander, peut-être en quête d'un brin de discussion, à son partenaire s'il est réveillé. Et le partenaire, moins insomniaque peut-être, qui répond non. Et alors que faire d'une telle réponse, hein? Si on suppose que le sommeil, cela veut dire ne pas être capable de répondre, si vous avez quelqu'un qui vous dit « non, je ne suis pas réveillé », qu'est-ce que vous en faites? Et le journaliste, Adam Gopnik, résume ça de façon excellente. Vous avez quelqu'un qui signale à la fois qu'il est réveillé et à la fois qu'il n'est pas tout à fait conscient. Et c'est tout à fait le paradoxe de ce genre de situation que je vais essayer d'aborder dans ce cours. Quelle est la limite, en quelque sorte, entre l'éveil et le sommeil? Et qu'est-ce que l'on fait pendant qu'on dort? Est-ce qu'on est vraiment dans cet état si inconscient, si irrépondant pendant que nous dormons? Alors, il y a cette notion de connexion qu'on va aborder. Est-ce que les informations venant de notre environnement arrivent à notre cerveau? Est-ce qu'on peut les utiliser pour y répondre à cet environnement? Et comment se fait cette régulation entre l'éveil et le sommeil? Alors, le sommeil, ça va être cet état de non-réponse. On va être en général pas capable d'interagir avec l'environnement. C'est comme ça qu'on va le définir à la fois chez l'homme mais aussi chez l'animal. Mais c'est un état qui est facilement réversible. Ce n'est pas le coma, ce n'est pas l'anesthésie. À tout moment pendant notre sommeil, on peut revenir à notre état éveillé. Et cette transition se fait relativement rapidement. Et on peut se demander en fait qu'est-ce qui va déclencher ce réveil, sachant que de temps en temps on a besoin de pouvoir répondre rapidement à son environnement parce qu'il y a des dangers dans notre environnement. Alors les animaux qui vivent dans la nature ont des prédateurs, l'être humain a ses propres systèmes de prédation, on va dire, pendant le sommeil, avec éventuellement des techniques
peut-être ébauché au cours de l'évolution assez intéressante. Ici, je vous ai mis une représentation médiévale de la grue. Donc les grues dorment en groupe et vous pouvez avoir une grue qui se sacrifie, qui va rester éveillée pour aider les autres. Et pour rester éveillée, elle va tenir un caillou dans la patte, puisque si jamais elle s'endort, la relaxation qui est associée au sommeil va faire tomber le caillou et la réveiller. C'est aussi des techniques que nous utilisons, nous, chez l'homme, pour pouvoir, comme ça, rester vigilant et rester éveillé pour les autres. Alors, une première approche de cette question a été faite via l'étude, comme je vous disais, du réveil. Donc, des choses qui sont relativement faciles à faire et relativement anciennes aussi. La première étude que j'ai pu trouver date quand même de 1863, où nous avons ce chercheur dont le peu d'études germaniques que j'ai fait m'empêchera de prononcer le nom, qui avait décidé d'étudier quelle intensité sonore était nécessaire pour réveiller quelqu'un. Donc, pour manipuler cette intensité sonore, il faisait tomber un objet sur le sol à différentes hauteurs, donc vous avez différentes intensités. Et pour s'assurer que les gens étaient bien fatigués, il les avait fatigués en les faisant, je cite, danser de façon excessive. Donc on avait les méthodes de l'époque et il étudiait comme ça, et il a pu voir qu'on ne se réveille pas pour les mêmes sons au cours de la nuit, et c'est beaucoup plus difficile de se réveiller en début de nuit qu'en fin de nuit. Donc déjà, ces idées de notion de pression de sommeil, le début de nuit va être un moment de sommeil très profond où on va avoir du mal justement à retourner vers l'état éveillé, et puis plus on s'avance vers le matin, plus c'est facile. Alors il n'y a pas que l'intensité qui importe, il y a aussi ce qu'on va appeler la salience du stimulus. On va se réveiller pour des sons qui importent, comme des cris, une alarme incendie. Cette capacité à se réveiller pour des sons salients peut être assez subtile. Par exemple, Formby, dans les années 60, a montré que les jeunes mères, dans la maternité, donc dans des endroits où il y avait d'autres mères et d'autres enfants, allaient se réveiller pour le cri de leur enfant spécifiquement. Donc on a très vite comme ça l'apprentissage de la reconnaissance d'un stimulus particulièrement important par rapport aux autres. Pour la petite histoire, ça ne marche pas visiblement chez les papas. Les seuils vont ainsi dépendre du stade de la pression, de la propriété du stimulus. Et tout ça va dépendre, bien entendu, de la physiologie, c'est-à-dire de ce qui se passe au niveau du corps et du cerveau quand on s'endort. Depuis l'invention des techniques de l'électroencéphalographie, enfin de l'électrophysiologie d'une manière générale, on a gagné beaucoup d'informations sur ce qui se passe au niveau de notre cerveau quand on s'endort. Notamment quand on passe de l'éveil ici en vert au sommeil, vous avez un phénomène au niveau de l'EEG, c'est-à-dire de l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau, vous avez un phénomène de ralentissement. Ce ralentissement cérébral, il va s'accompagner aussi d'un phénomène de relaxation des muscles squelettiques, c'est-à-dire que vous avez une perte de tonus musculaire, vous allez arrêter de bouger. Le ralentissement concerne de façon très importante le cortex, donc toute cette partie un peu en chou-fleur de notre cerveau, mais aussi au niveau du thalamus, et on va voir pourquoi c'est important. Donc vous avez toute une série de changements, éventuellement en cascade, qui va accompagner ce phénomène d'endormissement. Et ce phénomène d'endormissement a souvent été considéré comme un état de déconnexion sensorielle, avec l'idée que si on ne répond pas, c'est parce que tout simplement on n'a pas accès aux informations sensorielles. C'est-à-dire que les sons qui nous parviennent du monde extérieur auraient du mal à arriver au niveau du cerveau, et ça serait à cause de ce fameux thalamus. En effet, le thalamus, c'est une structure assez clé au niveau de la perception sensorielle, puisqu'il joue un rôle de relais entre les systèmes perceptifs périphériques et le cortex, où l'information va éventuellement être traitée. Alors ça marche pour tous les sens, sauf vers l'olfaction. Mais l'idée, c'est que pendant le sommeil, vous auriez une sorte de filtrage thalamique, c'est-à-dire qu'on empêche l'information, via un changement de l'activité du thalamus, de franchir ce relais pour arriver vers le cortex. Le cortex n'ayant accès à aucune information, bien entendu, il ne va rien faire, et vous allez pouvoir, vous allez pouvoir dormir, vous reposer tranquillement, mais aussi assurer des fonctions clés du sommeil, comme la consolidation de la mémoire. Alors,
cette notion de blocage thalamique, elle a été essentiellement faite pour répondre à cette notion d'absence de réponse. Le problème, c'est que si on ne regarde juste que la sortie, c'est-à-dire si les gens répondent ou pas via des mouvements, on fait toute une série de confusions, c'est-à-dire qu'on confond la réponse à la réaction. C'est-à-dire on peut tout à fait réagir à un stimulus sans répondre, vous pouvez décider de ne pas bouger. On va confondre la réaction à tout simplement écouter ce qui se passe, donc on n'est pas forcément obligé de réagir à tous les stimuli qui nous entourent, et l'écoute par rapport à l'entente, c'est-à-dire on peut aussi tout simplement recevoir une information sans nécessairement la traiter de façon approfondie. Et donc ce que je vais essayer de faire ici, c'est de disséquer ces différentes étapes du traitement du son, de l'entrée vers la sortie, et de voir comment le sommeil va impacter ces différentes étapes du traitement sensoriel. Alors je vais commencer très brièvement par le relais. Pourquoi le relais? Parce que c'était vraiment l'explication qui a été censée nous dire pourquoi on ne répond pas pendant qu'on dort. Mais quand on regarde, en fait, on se rend compte que cette notion de filtrage thalamique, même si elle existe, est assez limitée. Donc désolé pour ce tableau, d'une part en anglais et un peu barbare, mais c'est juste pour vous montrer que ça a été très étudié, qu'on a dans toutes les modalités cette notion de réduction des arrivées au niveau du cortex, mais que ce n'est absolument pas complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un filtrage global. Et le meilleur moyen de vous le montrer, c'est de vous montrer que en fait, le cerveau, notamment au niveau des aires corticales, va continuer à encoder, à recevoir les informations qui lui parviennent du monde extérieur. Alors comment on peut s'assurer de ça? Eh bien, tout simplement, on peut présenter des stimuli audio. Alors, c'est des choses qui ont beaucoup été étudiées au niveau de l'audition, puisque le canal auditif reste ouvert pendant le sommeil, contrairement à la vision où on a les paupières qui se ferment. Et puis, c'est très facile de jouer des sons. Alors, on joue des sons. Alors ici, en l'occurrence, c'est à des rongeurs, donc c'est des expériences chez l'animal, qui permettent d'enregistrer l'activité de population de neurones en fonction de ces sons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un audiogramme, c'est-à-dire en fonction du temps, vous avez les modulations des différentes fréquences acoustiques de ce son. Et dans le graphe du dessous, alors vous me pardonnerez pour les légendes qui ne sont pas dans le bon sens. Donc je connais les prescriptions du professeur Diane par rapport à ce détail. À chaque fois que j'en ai mis une, j'ai pensé à lui. Mais je ne pensais pas qu'il allait en parler juste avant. Donc voilà. Je suis désolé de recruter vos aires postérieures. Mais vous allez voir, ça va vous aider à mieux dormir ce soir. Donc c'est aussi un service. Donc vous avez ces réponses de neurones à cette information auditive, et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une bonne corrélation. Donc votre GPU postérieur vous dit que ces deux images ont l'air de se ressembler, même si ici on a un son et ici des réponses neuronales. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'éveil, et ça, c'est ce qui se passe pendant le sommeil lent. Donc on n'a pas vraiment l'impression qu'au niveau du cortex auditif, la transition de l'éveil au sommeil ait quelconque effet, et c'est même quelque chose qu'on peut écouter. Ça, c'est le stimulus qui a été joué à ces rongeurs, sauf qu'on ne l'entend pas. Donc un peu de... Alors désolé, vous n'avez pas eu le début, mais on leur joue donc ça c'est un très cher collègue à l'université de Tel Aviv, Yuval Nir, qui a joué à des rongeurs de la musique classique. Donc bien entendu, on n'est pas sûr qu'ils l'aperçoivent vraiment comme de la musique classique, mais ce qui est important, c'est que leurs neurones suivent cette information auditive, même pendant leur sommeil. Donc on a un encodage fidèle, l'information est là. Donc à partir du moment où elle est là, est-ce qu'elle peut être traitée ? Et alors, ça, c'est des choses qu'on peut essayer d'aborder en utilisant la technique toujours de l'électroencéphalographie. Donc, un des problèmes d'étudier les processus, les traitements cognitifs pendant le sommeil, c'est que, bien entendu, les gens ne répondent pas ou ne répondent que très rarement. Dans mes études, en général, quand ils répondent, d'ailleurs, par simplification, je considère qu'on n'est pas vraiment sûr de leur état de sommeil, donc je m'intéresse uniquement aux situations où ils ne répondent pas, et on a une activité cérébrale qui indique du sommeil. Mais s'ils ne répondent pas, ça devient un peu compliqué de savoir si oui ou non ils traitent l'information. On peut toujours leur demander quand ils se réveillent. Le problème, c'est qu'on sait qu'on oublie beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit.
que ce soit nos rêves ou des événements pendant la nuit. Donc, demander a posteriori si les gens ont entendu traiter les informations, ça peut être un peu limitant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un indice indirect qui est l'activité cérébrale, donc en association à une stimulation, par exemple acoustique, et on va utiliser cette activité cérébrale pour inférer les traitements cognitifs. Alors, comment on fait ça? On présente des stimuli audio, tout simplement, et on enregistre l'activité cérébrale donc avec un casque EEG. C'est des techniques non invasives qui peuvent se faire de façon extrêmement facile au laboratoire et même à la maison de nos jours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner, si on peut dire, l'activité cérébrale à chaque fois qu'on a présenté un stimulus, et on va moyenner tout ça. Alors pourquoi en moyenne? Parce que ça nous permet d'évacuer beaucoup de bruit, parce que quand vous écoutez un son, votre cerveau fait beaucoup d'autres choses. Et ce qu'on espère, c'est qu'à travers le moyennage d'un essai puis d'un autre, donc on fait des expériences relativement longues, on va arriver à extraire un peu, si on peut dire, la substantifique moelle, c'est-à-dire on va extraire les processus qui sont communs à chaque présentation de ce stimuli. Et ce qu'on voit en général au niveau de l'enregistrement EEG, ce sont des déflexions qui peuvent être positives et négatives, qui peuvent avoir des localisations différentes au niveau du scalp et qui nous indiquent sur les étapes de traitement d'un stimulus auditif. En général, on part de traitements, ce qu'on va appeler de bas niveau, et puis on va aller vers des traitements plus haut niveau, par exemple des traitements sémantiques, linguistiques. Ce qu'on peut faire avec cette technique, c'est qu'on peut jouer des sons du coup pendant le sommeil et regarder ce qu'on appelle des contrastes entre deux catégories de sons. Donc ça, c'est une étude qui a eu une énorme influence sur le domaine de l'équipe de Hélène Bassouji à Lyon, où ils ont tout simplement joué à des dormeurs soit leur propre prénom, soit un prénom différent. Et ce qu'on peut voir au niveau de ces enregistrements électrosonographiques, c'est la zone que je vous ai colorée ici, c'est que ce soit pendant l'éveil, le sommeil lent ou le sommeil paradoxal, on garde cette réactivité particulière à son propre prénom par rapport à un autre prénom. Donc les stimuli familiers, les stimuli salients continuent à être traités même si la personne est endormie et ne se réveille pas. Alors, normalement il y a un son aussi. On va voir si... Ce qu'on peut faire aussi, c'est voir si... Voilà. Donc ça, c'est une expérience qu'on appelle classiquement de oddball, c'est-à-dire c'est chercher l'intrus. C'est-à-dire on va présenter des stimuli auditifs, une séquence de sons à des individus et on va essayer de leur apprendre une sorte de règle. Donc ici, la règle est très simple, ça se répète jusqu'à ce que ça ne se répète pas. Donc on peut répéter la même expérience. Donc normalement, au niveau de votre cerveau, c'est passé quelque chose de très particulier ici, c'est-à-dire que je vous ai appris une règle, somme toute simple, mais je vous ai quand même appris une règle, et puis tout d'un coup, j'ai fait une violation de cette règle. Alors ce paradigme, qui est un paradigme qui a été développé par le professeur Dehaene, donc c'est légèrement intimidant d'en parler, mais vise à essayer d'établir chez la personne qui écoute deux formes de règles, ce qu'on appelle une règle locale, relativement simple. Une fois que vous avez appris, ah tiens, la règle ici, c'est qu'au bout de 4 identités, j'ai quelque chose qui change, et bien tout d'un coup, je brise la règle que j'avais. Alors, c'est des choses qui ont été étudiées pendant le sommeil, où on se rend compte que pour des choses relativement simples, comme une règle locale, on a une préservation de cette capacité à détecter la violation de ces règles pendant le sommeil. Donc en sommeil paradoxal, en sommeil lent léger, donc quand même ce qui correspond à peu près les 2/3 de nos nuits. Et puis dès qu'on passe à des règles complexes, c'est-à-dire intégrer l'information auditive sur une plus grande échelle de temps, à ce moment-là, ça cesse très rapidement. C'est-à-dire dès qu'on s'endort, on n'est plus capable de faire ces intégrations temporelles. Très certainement parce qu'on a une moindre intégration temporelle ou un problème sur de processus prédictifs au niveau du cerveau. Donc, on peut faire des choses pendant qu'on dort, mais il y a aussi des limites. Et il y a des choses qu'on ne peut faire, bien entendu, qu'éveiller. Alors, pour étudier ce qui est possible et pas possible pendant le sommeil, on peut s'intéresser à ces différents niveaux de traitement, mais on peut aussi s'intéresser aux différents niveaux de sommeil, puisque le sommeil n'est pas monolithique. Ici, je vous ai fait une représentation de ce qu'on appelle un cycle de sommeil, donc à peu près 60-90 minutes de sommeil, où pendant ces 60-90 minutes, vous allez en fait passer à travers de nombreux états, notamment vous allez passer à travers de nombreuses gradations de ce sommeil qu'on appelle lent. Alors pourquoi on l'appelle lent? Tout simplement parce qu'il est composé d'ondes lentes, qui deviennent de plus en plus nombreuses, plus on va vers le sommeil profond.
Donc ça met à peu près, en général, chez un bon dormeur, quand même une vingtaine de minutes à arriver à ce stade de sommeil très profond. Et ensuite, quelque chose de très bizarre se passe à chacune de nos nuits, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un peu de ce sommeil profond, on va vers le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal qu'on appelle rapid eye movement en anglais, donc sommeil à mouvement oculaire rapide. Donc les Anglais sont peut-être très prosaïques, ils l'ont appelé parce qu'on voit. Il y a en effet des mouvements oculaires rapides pendant cette phase. En France et en Italie, on est peut-être plus poétique, on l'appelle sommeil paradoxal, puisqu'il est vraiment paradoxal. Vous avez une activité qui ressemble à de l'éveil, et pourtant vous regardez la personne et elle est profondément endormie. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'au niveau de l'électroencéphalographie, on a des contextes d'activité de dynamique cérébrale qui sont complètement différents en fonction de ces différents états. Et du coup, notre capacité à traiter les informations sensorielles va dépendre de l'état dans lequel on est. Il va y avoir des états plus propices que non au traitement sensoriel, mais va aussi dépendre de la durée de sommeil, par exemple, si vous êtes plus proche de votre endormissement ou plus loin, et aussi du rythme circadien. Il y a des phases de la journée dans lesquelles le sommeil va être plus léger que d'autres. C'est pour ça que le travail de nuit, par exemple, peut être extrêmement compliqué. On ne se repose pas forcément au bon moment. Quelque chose que je voudrais souligner, c'est le fait que, et c'est peut-être une spécificité du cerveau humain de par sa taille par rapport à celui des rongeurs, qui constitue quand même le modèle animal le plus commun dans la recherche sur le sommeil. Le cerveau humain donc, est grand, et la transition de l'éveil vers le sommeil n'est pas instantanée dans notre cerveau. Donc même si de temps en temps on a l'impression que c'est très rapide, au contraire que ça peut être très long, si on enregistre différentes régions cérébrales, et cette fois-ci, ce sont des enregistrements qu'on dit intracrâniens, c'est-à-dire qu'on les effectue dans des patients, souvent souffrant d'épilepsie, qui sont implantés avec des électrodes. Alors, on le fait pour les guérir, on le fait pour déterminer où est le foyer épileptique de façon à pouvoir le retirer. C'est des gens qui ont souvent des épilepsies qui sont extrêmement handicapantes. Mais dans cet intervalle, on peut aussi enregistrer de l'activité cérébrale assez unique, puisqu'on va pouvoir enregistrer l'activité d'un cerveau à l'intérieur du cerveau. Donc vraiment avoir des informations extrêmement précises sur l'activité de régions cérébrales spécifiques. Et quand on fait ça, ici je vous ai mis un graphe donc, qui est designé d'une façon exceptionnelle avec beaucoup de couleurs et des flèches pour vous indiquer là où il faut regarder. Et là où il faut regarder, cette flèche, c'est le moment de transition en fait. Vous allez avoir une transition entre une activité dite d'éveil rapide et une activité plus lente de sommeil. Et ce que vous pouvez voir, c'est que toutes ces aires cérébrales ne transitionnent pas au même moment. Ici, vous avez le fameux thalamus qui va donner le départ, donc c'est la première région à s'endormir. Et ensuite, vous avez différentes régions du cortex qui vont partir vers le sommeil les unes après les autres. Alors là où ce graphique est peut-être un peu limité pour vous, c'est qu'ici, vous avez l'échelle de temps, c'est peut-être un peu difficile à lire, mais entre le moment où le thalamus transitionne vers le sommeil et le moment où la dernière région corticale enregistrée ici transitionne vers le sommeil, vous avez une douzaine de minutes. Donc c'est un temps très long qui peut-être peut expliquer pourquoi de temps en temps, le soir, quand vous lisez ou quand vous regardez un film et que vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression qu'il y a une certaine partie de ce livre ou de ce film que vous avez peut-être vu ou lu et que vous n'avez pas retenu. En fait, c'est tout simplement parce que votre cortex était encore réveillé à ce moment-là, mais une partie de vos cerveaux, notamment les structures sous-corticales, très importantes pour la mise en mémoire à long terme, étaient déjà endormies. Et donc, vous étiez incapable de mémoriser ce qui s'est passé dans cette dizaine de minutes. Souvent, les gens sont très mauvais à deviner s'ils sont endormis ou non, et leur partenaire de lit est beaucoup plus efficace à savoir si vous êtes endormi. C'est par exemple mon cas. Il peut m'arriver de m'endormir le week-end. J'étais persuadé que je ne faisais jamais de sieste jusqu'à ce que ma femme me dise que je ronflais. Donc forcément, l'évidence était là. Alors, l'endormissement, il va se faire ainsi, d'abord du thalamus vers l'avant du cortex et puis ensuite vers l'arrière. Donc, c'est vraiment tout un processus qui peut prendre du temps, comme je vous disais, une dizaine de minutes. Et du coup, dans cet intervalle, eh bien, vous allez avoir des patterns cognitifs, des capacités à traiter des informations cognitives qui vont extrêmement varier. Puis une fois que vous êtes bien endormi, dans ce sommeil stable, la question peut se poser de savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans cette phase qu'on va appeler de sommeil consolidé.
Alors c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup intéressé pendant ma thèse, notamment avec Sid Quider, donc qui a supervisé ma thèse, et qui avait cette idée un peu folle à la base, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu quand il m'en a parlé la première fois, d'étudier la prise de décision pendant le sommeil. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a vraiment cette théorie du filtrage thalamique qui était extrêmement influente. Donc, étudier la prise de décision alors que l'information sensorielle n'était pas censée être là, c'était un peu fou et ambitieux. Mais je me suis laissé convaincre par l'énergie créatrice de Sid Quider. Et on a décidé d'étudier ça en faisant des expériences relativement simples, où on allait demander à des étudiants du quartier latin en général. Donc c'est de bons sujets, en général ils sont assez privés de sommeil et ils s'endorment facilement. Donc on les venir au laboratoire et on leur demandait de faire des exercices de psycholinguistique. Par exemple ici, c'était un exercice où on leur demandait de catégoriser des mots en fonction de leur catégorie sémantique. Donc ils avaient soit des noms d'objets, par exemple knife, couteau, ou des noms d'animaux, sparrow pour rossignol. On leur présentait ces sons les uns après les autres à un rythme assez lent et on leur demandait, tant qu'ils étaient réveillés, de nous indiquer la catégorie en appuyant sur un bouton à droite ou à gauche. Et alors comme ils étaient dans une pièce dans l'obscurité, confortablement allongés, en général en début d'après-midi, et que l'expérience était faite pour être franchement ennuyeuse, nos participants s'endormaient fréquemment. Et quand ils étaient en sommeil donc consolidé, donc une fois qu'ils avaient franchi cette étape de transition vers le sommeil, on continue à leur présenter des sons, mais cette fois-ci on leur présentait des mots des mêmes catégories, mais des mots nouveaux. Alors bien entendu, ils arrêtaient de répondre, mais on a utilisé un marqueur EEG de la préparation motrice qui s'appelle le Lateralized Readiness Potential, qui est juste un marqueur qui indique quand les individus sont sur le point de faire une réponse et de quel côté le côté de réponse qu'ils ont sélectionné. Donc on a un marqueur EEG qui nous permettrait de savoir si pendant qu'ils dorment, vous voyez, ils sont en train de continuer à sélectionner la bonne réponse. Alors ça, c'est ce qui se passe à l'éveil. Donc vous avez ici le LRP, donc c'est un déséquilibre entre la droite et la gauche du cerveau en fonction du côté attendu de réponse. Vous pouvez voir qu'il est ici bien central au niveau du scalp, donc il est au niveau des aires motrices, et il commence en général avant la réponse. Donc c'est un phénomène de préparation motrice. Donc si vous ne répondez pas, vous le voyez quand même. Et ça, c'est ce qu'on observe en sommeil donc pendant une sieste sur une tâche de décision lexicale. Donc est-ce que le mot qu'ils ont entendu était réel ou inventé? Et ça, c'est le LRP qu'on observe. Donc vous pouvez voir avant la présentation du son, le signal est à 0 et devrait continuer à être à 0 si jamais il n'était pas capable de faire l'exercice. Le fait qu'on ait une déviation par rapport à 0 au niveau des aires motrices nous indique que non seulement les individus ont perçu le mot, ont extrait la lexicalité du mot, mais en plus ont utilisé cette information, se souvenant de la règle arbitraire qu'on leur avait imposée, pour décider d'appuyer à droite ou à gauche, sans bien entendu appuyer à droite ou à gauche. Donc c'est une expérience qu'on a répliquée avec une autre tâche qu'on appelle donc décision sémantique, donc cette fois-ci ce contraste animaux-objets, et on l'a fait à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, dans le service du professeur Damien Léger, dans une nuit complète, pour nous assurer que ce n'était pas juste quelque chose qui était lié à un sommeil léger de sieste. Alors ici, je vous ai indiqué à chaque fois, ça survient dans ce qu'on appelle le sommeil lent léger. Alors le sommeil lent léger, même si on l'appelle léger, représente quand même la moitié de notre nuit. Donc potentiellement, pendant la moitié de votre nuit, vous êtes capable de faire des tâches de décision lexicale et sémantique si vous les avez commencées à l'éveil. Alors, comment est-ce possible? L'hypothèse qu'on a, c'est que ce qu'on enregistre au niveau du scalp, puisque ici on a des volontaires sains, donc bien entendu on ne leur met pas des électrodes dans le cerveau, donc ce qu'on enregistre au niveau du scalp serait pas forcément représentatif de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de leur cerveau. Donc ici, je vous ai remontré des enregistrements, donc un enregistrement d'EEG, un enregistrement EOG qu'on appelle un enregistrement oculaire, et un enregistrement d'EMG qui est l'activité musculaire. Et ici, ce sont deux épisodes chez un patient implanté, mais ici, je vous montre uniquement l'information auquel on aurait accès si on n'était pas capable d'implanter ce patient avec des électrodes profondes. Donc, dans les deux cas, on a une activité typique du sommeil. Vous avez des ondes lentes au niveau de votre EEG, pas vraiment d'activité oculaire, et un EMG qui ne montre pas d'activité musculaire non plus. Maintenant, ce patient avait des électrodes implantées, et
voici ce qu'on peut voir dans deux régions différentes, une région motrice et une région frontale. Vous pouvez voir que la région frontale montre quelque chose d'assez similaire à ce qu'on voit au niveau du scalp. Par contre, la région motrice montre ici quelque chose de complètement différent, une activité rapide qui, en général, est associée à de l'éveil. Donc ici, si c'était un individu non implanté, on aurait conclu que c'est un individu qui dorme comme on peut dormir de façon classique. Mais quand on a la capacité d'enregistrer des aires cérébrales spécifiques, on se rend compte que toutes les aires du cerveau ne dorment pas de la même manière au même moment. Et vous pouvez avoir des aires cérébrales qui vont se réveiller dans un contexte de cerveau globalement endormi et qui du coup peuvent peut-être faire quelque chose. Alors ce quelque chose, c'est quelque chose dont on a l'évidence à travers nos études, via ces phénomènes de préparation motrice. On a quand même une preuve que notre dormeur va en quelque sorte se protéger de ces perturbations qu'on lui apporte. C'est-à-dire quand on lui joue un son, ici vous avez le temps égale 0, donc ici vous avez notre fameux LRP, donc vous pouvez voir que l'individu va préparer la réponse un peu plus tard. Ici vous avez ce qu'on appelle une décomposition temps-fréquence de l'activité cérébrale. Donc c'est quelque chose qui nous permet de voir quels sont les différents rythmes cérébraux qui sont modulés à un certain moment. Et juste après la présentation du stimulus, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation dans deux régimes de fréquence, un qui correspond aux ondes lentes et l'autre aux fuseaux de sommeil, qui sont deux marqueurs du sommeil. Ce sont deux indices qui en général nous disent qu'un individu dort. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'ils sont exprimés en réponse à une stimulation. Comme si, dans un premier temps, le dormeur va essayer de se protéger de cette perturbation en surexprimant des rythmes de sommeil. Et puis, un peu plus tard, vous avez une diminution de ces rythmes associée à la préparation motrice qui indiquerait peut-être un système en deux temps où, dans un premier temps, vous allez vous assurer que votre cerveau ne se réveille pas complètement, notamment que le cortex préfrontal ne se réveille pas, pour éviter un réveil global. Mais vous allez pouvoir, dans un deuxième temps, traiter quand même cette information pour déterminer si oui ou non, ça serait quand même peut-être une bonne idée de se réveiller. Donc quelque chose d'assez flexible qui vous permet comme ça peut-être de dormir tout simplement de façon sûre dans un environnement perturbé. Et cette modulation fine du sommeil nous permettrait peut-être, via ce concept de sommeil local, donc de cette modulation locale du sommeil, que ce soit dans le temps et dans l'espace, de traiter les informations qui nous parviennent du monde extérieur sans avoir à nous réveiller. Alors, désolé si je rentre un peu dans le détail, mais pour vous montrer un peu comment se ferait cette régulation, on s'est intéressé à savoir si la façon dont on répond initialement, donc très rapidement à ces stimuli auditifs, va permettre de prédire si oui ou non on va pouvoir y répondre. Donc pour ça, on regarde ce qui se passe au tout début de la réaction. Donc ici, vous avez un potentiel qui survient à 200 millisecondes après le stimulus, qui est un signe d'excitation du stimulus au niveau du cortex. Donc votre cortex répond à ce stimulus, encode ce stimulus, et l'amplitude de ce stimulus, en sommeil léger, va prédire votre capacité à répondre plus tard. Ce qui paraît sensé, plus vous êtes sensible à cette information, mieux vous devriez être capable de la traiter et d'y répondre. Quand on s'intéresse au sommeil lent profond, vous pouvez voir, ici, vous n'avez pas besoin, enfin, je présente ça pas trop rapidement, et puis vous allez voir que les tendances sont quand même assez nettes. Donc la corrélation se renverse complètement quand on est en sommeil profond. Ce qui veut dire que cette fois-ci, vous avez le phénomène inverse. Plus vous êtes sensible à cette information auditive, moins vous allez être capable de la traiter. Alors ça peut paraître paradoxal, mais ce que ça mettrait en évidence, c'est quelque chose qui est fondamental pour le sommeil lent profond, c'est la notion de bistabilité, c'est-à-dire votre cortex, quand vous êtes en sommeil profond, est bistable. C'est-à-dire quand les neurones commencent à s'activer, ils s'auto-inhibent et vont osciller comme ça dans des phénomènes d'activation, d'inhibition, d'activation, d'inhibition, qui sont des phénomènes qui sont spontanés, donc on fait des ondes lentes même quand on n'est pas stimulé, mais qui sont des phénomènes qui peuvent aussi être provoqués par un stimulus extérieur. Et c'est là qu'on peut voir le mécanisme d'autoprotection, puisque c'est le traitement du stimulus lui-même qui va inhiber ce stimulus et vous permettre de rester endormi. Et donc, plus vous avez des ondes lentes, plus vous allez vous protéger comme ça des informations extérieures. Et quand vous n'êtes plus capable de faire ces ondes lentes, soit parce que le cerveau vieillit, soit parce que vous êtes en fin de nuit, c'est là que le sommeil se fragilise et qu'on va se réveiller. Et donc, en sommeil lent profond, on n'a pas du tout ce LRP. Le sommeil lent profond, ça correspond à 20-25% de la nuit. Ici, on n'a pas pu montrer
que les sujets étaient en train de répondre, même si peut-être qu'ils le font, c'est juste qu'on n'a pas la preuve. Quelque chose qui était un peu plus curieux, c'est l'absence de préparation motrice en sommeil paradoxal. Alors pourquoi c'est curieux? Parce qu'en sommeil paradoxal, on a une activité qui ressemble à de l'éveil, on n'a pas ces ondes lentes qui viendraient inhiber le traitement des informations sensorielles, mais en plus en sommeil paradoxal, 90% du temps, les gens rêvent. Donc on a un individu qui est conscient, on a un individu qui traite des informations sensorielles. Alors ces informations sensorielles viennent de l'intérieur puisqu'il est en train de rêver, mais on peut se demander pourquoi, si on est conscient et avec toutes, on va dire, enfin, beaucoup de nos capacités cognitives, on n'est pas capable de traiter une information qui vient du monde extérieur. L'hypothèse qu'on avait, c'est qu'on est tout simplement peut-être distrait. Donc le rêve serait une maximisation de la rêverie. On est occupé à faire quelque chose, on est occupé à rêver, et on n'est pas disponible pour des informations extérieures. Alors pour estimer ce taux d'absorption, on va dire cette préoccupation du cerveau pour d'autres choses, on a utilisé quelque chose qu'on appelle la complexité cérébrale. Donc c'est juste une mesure de la richesse du signal EEG qui en général corrèle assez bien avec le niveau de conscience. Vous pouvez voir ici que cette complexité est haute à l'éveil et en sommeil paradoxal, des états où on est conscient, et elle diminue plus on tombe vers le sommeil profond. Donc on est allé chercher cette complexité, notamment avant le stimulus, et on a regardé si elle corrélait positivement ou négativement avec notre capacité à répondre. Et sans surprise, à l'éveil, en sommeil lent, léger, vous avez une corrélation positive entre la complexité et la réponse, c'est-à-dire plus vous êtes dans un état cognitivement riche, plus vous êtes capable de répondre. En sommeil paradoxal, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en sommeil paradoxal, plus votre activité est riche, moins vous êtes capable de répondre. Peut-être précisément parce que cette activité riche reflète des traitements endogènes, donc le traitement du rêve, qui accapare les ressources cognitives et qui vous empêche de traiter les informations extérieures. C'est peut-être pour ça, par exemple, quand votre alarme sonne, vous mettez un peu de temps à réaliser que c'est votre alarme. Donc si on ne traite pas les informations dans sommeil paradoxal, c'est peut-être parce qu'on serait trop immergé dans nos rêves. Et ça, c'est des choses que j'ai explorées toujours avec ces patients implantés. Donc la beauté, on va dire, de ces enregistrements intracrâniens chez l'homme, c'est qu'on peut avoir accès à des zones du cerveau avec une précision auquel on n'aurait pas accès d'habitude. Notamment, on peut accéder aux informations de l'activité cérébrale, parfois au niveau à l'échelle du neurone unique. Donc on peut enregistrer un neurone spécifiquement, au niveau de cette aire ventrale dont parlait le professeur Dehaene, qui nous sert à la reconnaissance des images. Alors, le long de cette aire ventrale, vous avez des neurones qui vont avoir des spécificités plus ou moins grandes. Vous avez des neurones au niveau des aires visuelles primaires qui vont répondre à des propriétés assez génériques des stimuli. Et puis plus vous allez en haut de cette échelle de spécialisation, plus vous allez avoir des neurones qui vont répondre vraiment pour des choses très spécifiques. En l'occurrence ici, un neurone qui répond pour Diego Maradona. Alors, Quiroga, l'auteur de cette revue, est argentin, donc ça explique cela. Donc, quand on enregistre l'activité au niveau de ces aires de l'hippocampe, par exemple, on peut avoir des informations assez précises sur éventuellement ce que le sujet est en train de faire. Et quand on fait des enregistrements à l'éveil, on se rend compte que quand nous bougeons nos yeux à l'éveil, vous allez avoir ces régions de la voie ventrale qui s'activent, chaque mouvement oculaire correspondant à une nouvelle image qui va être traitée et donc activer cette voie ventrale. Or, pendant le sommeil paradoxal, on fait aussi des mouvements oculaires, d'où leur nom REM en anglais. C'est juste qu'on les fait derrière des paupières closes. Et on peut se poser la question de savoir si ces mouvements oculaires sont juste des mouvements réflexifs qui n'ont rien à voir avec le contenu visuel du rêve, ou si, quand on fait ces mouvements oculaires, on rêve. On rêve et non seulement on visualise quelque chose. Alors c'est quelque chose qu'on a étudié, et ici ce sont les données qu'on a alors, au niveau oculaire, au niveau de l'EEG de scalp, au niveau de l'EEG intracrânien et au niveau de neurones uniques. Et vous pouvez voir l'extrême similitude entre ce qui se passe à l'éveil alors que les gens sont en train de regarder autour d'eux et ce qui se passe pendant le sommeil alors qu'ils sont en train de rêver. Pour une petite précision, cette augmentation après le mouvement oculaire au niveau de ces neurones ne se voit pas quand les sujets faisaient des mouvements oculaires dans le noir. Donc à l'éveil, cette augmentation ici, elle est vraiment associée au traitement d'une information visuelle. Et donc on peut imaginer que cette augmentation pendant le sommeil paradoxal soit aussi associée à une information visuelle.
Il est probable que ça ne soit pas spécifique au traitement visuel, mais au traitement auditif. Donc, quand vous dormez, vous avez votre cortex, vos cortex sensoriels qui vont répondre à des activations endogènes, ce qui pourrait expliquer pourquoi on n'est pas disponible aux informations extérieures. Et donc, vous auriez différents types de filtres qui vous empêcher de traiter les informations pendant que vous dormez. Un filtre thalamique, puisqu'il n'est pas complet, mais il existe quand même. Un filtre cortical, ces ondes lentes qui vont vous empêcher de traiter les informations, qui vont empêcher aux informations de se propager d'une aire cérébrale à l'autre. Et un filtre informationnel ou attentionnel, qui va vous empêcher, notamment en sommeil paradoxal, de traiter les informations parce que vous êtes tout simplement occupé à autre chose. Alors, est-ce que tout ça, est-ce qu'on peut pousser cette réflexion sur les traitements sensoriels un peu plus loin en se disant, certes, dans certains états de sommeil, on peut traiter l'information, mais est-ce qu'on peut aussi sélectionner ce qu'on veut traiter? Parce que si on dort dans un environnement bruyant, il peut y avoir plusieurs sources d'informations. Est-ce qu'on peut aller chercher l'information qui nous intéresse? Alors, c'est des choses qu'on a aussi étudiées avec Citquider en utilisant un paradigme qu'on appelle le paradigme de cocktail party. Donc, quand vous êtes dans une soirée mondaine, on va dire, et que vous êtes exposé à différentes sources d'informations, vous pouvez être attiré par la source qui est la plus pertinente pour vous. Par exemple, si vous entendez votre prénom. En l'occurrence, on a exposé à des dormeurs deux types de sons, soit du français. C'est ici le combat du jour et de la nuit. Soit ce qu'on appelle du jabberwocky. Donc, c'est comme du français, sauf qu'on a remplacé tous les mots de contenu par des mots inventés. Donc ça a la grammaire du français, ça a la syntaxe du français, mais ça ne veut rien dire. La vanenari point le sonro d'épola. Et si vous les écoutez en même temps, vous allez voir, votre attention va être normalement orientée vers le stimulus qui a du sens. C'est ici le combat du jour et de la nuit. Alors, on a fait ça à des étudiants pendant qu'ils dormaient. Bien entendu, pendant qu'ils dorment, ils ne peuvent pas nous dire sur quoi ils portent leur attention, mais on utilise toujours leur activité cérébrale pour reconstruire l'enveloppe du flux, donc les modulations de l'énergie acoustique, de ce sur quoi ils portaient leur attention. Donc c'est des choses qui, avec des techniques d'analyse moderne, qu'on est capable de faire et qui nous permettent de deviner où se porte l'attention d'individus dans une situation où on écoute plusieurs choses en même temps. Et ce qu'on a pu voir, c'est que nos dormeurs, donc à l'éveil, portaient bien leur attention sur la source qui avait du sens, qui était porteuse de sens, mais continuent à le faire, que ce soit en sommeil non-REM ou en sommeil REM. Donc ils sont capables comme ça de filtrer dans l'information et de se concentrer sur ce qui a du sens. Et ils le font en utilisant cette physiologie un peu particulière du sommeil. Notamment, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle des cas complexes, qui sont des ondes lentes isolées, donc toujours cette idée qu'elles sont accompagnées d'un phénomène de silence neuronal, ces ondes lentes allaient avoir une sorte de double rôle, c'est-à-dire que quand elles surviennent, vous avez une diminution de ce décodage de l'enveloppe acoustique, donc on perd le signal d'une certaine manière, comme si l'information disparaissait du cerveau. Et juste après cette onde lente isolée, non seulement on récupère le décodage de l'information, mais on récupère encore plus la source qui a du sens. Comme si ces ondes lentes, en fait, servaient à vous couper momentanément du monde extérieur, mais aussi, dans un deuxième temps, à créer des fenêtres d'éveil qui vont vous permettre de traiter les informations. Vous pouvez imaginer que ça soit quelque chose de relativement utile. Si un son est isolé grâce à l'onde lente, vous le coupez. Si ce son isolé est suivi d'autres sons, par exemple quelqu'un qui marcherait dans votre chambre, à ce moment-là, vous avez une petite fenêtre d'éveil qui vous permettent de porter attention sur ces sons pendant votre sommeil pour éventuellement décider de vous réveiller. Donc toujours cette notion de régulation fine entre rester endormi et ou se réveiller. Alors jusqu'ici, je vous ai dit, ces dormeurs, ils ne répondent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre pendant le sommeil. Donc ça, c'est une étude toujours chez des patients intracrâniens d'une équipe de Lyon qui, en appliquant des stimuli légèrement nociceptifs sur la main, ont demandé aux gens de lever le doigt quand ils sentaient cette stimulation. Et ils ont pu montrer que, alors que ces individus dorment, ils sont capables de répondre comme ça à une stimulation en dormant, qui dépend en fait de leur sensibilité à cette stimulation. Donc toujours cette notion de si vous êtes sensible à la stimulation, vous allez pouvoir éventuellement y répondre, même si vous dormez. Cette capacité à répondre pendant le sommeil, ou à bouger pendant le sommeil, c'est ce qu'on a dans le somnambulisme, qui est interprété de nos jours comme un réveil brutal du sommeil profond. Vous allez avoir un cerveau qui va être partagé entre une activité d'éveil et une activité de sommeil, coincé entre ces deux mondes. Donc ça, c'est une vidéo très gentiment préparée par Yanis Sidir, qui a fait sa thèse dans notre laboratoire,
qui montre un épisode de somnambulisme. Vous avez quelqu'un qui va se réveiller comme ça d'un cauchemar, qui va pouvoir bouger, mais aussi communiquer avec son partenaire de lit et recevoir des instructions de ce partenaire qui lui demande de se calmer, de chuchoter. Donc tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui va passer de l'effroi au chuchotement, coincé toujours entre ce rêve et la réalité. Probablement parce que le cerveau lui-même est coincé entre ces deux mondes. C'est des choses qui ont été étudiées dans le laboratoire, notamment grâce à des rêveurs lucides. Alors je vous ai dit, quand on dort, on a une inhibition musculaire, donc on n'est pas capable de répondre en utilisant nos membres la plupart du temps, mais notre visage n'est pas complètement paralysé. C'est pour ça que de temps en temps on parle, quand on dort, on sourit. C'est quelque chose qui a été étudié dans le laboratoire, notamment dans le cas des rêveurs lucides, donc des rêveurs qui sont capables de se rendre compte qu'ils rêvent au moment où ils rêvent, pour essayer de communiquer avec eux depuis leur rêve. Donc ces rêveurs lucides venaient au laboratoire, on leur posait des questions, donc est-ce que vous regardez le football, est-ce que vous aimez le chocolat, et ils avaient pour instruction de répondre oui ou non en utilisant un code. Non, ils devaient froncer 2 fois les sourcils, et oui, ils devaient sourire 2 fois. Ce sont des choses que nous, on peut mesurer via un enregistrement électromyographique, et vous pouvez avoir ici un exemple de quelqu'un qui dort. Donc ici, vous avez l'EMG qui est complètement plat, ce n'est pas quelque chose qui peut être simulé, on est bien sûr qu'il est en sommeil paradoxal. Et vous avez quelqu'un qui va vous dire non, je ne regarde pas le football, oui, j'aime le chocolat, et bien entendu, on a pu vérifier que c'était vrai à la suite de l'expérience. Donc ça, c'est des études qui sont extrêmement fascinantes, qui ont été faites par Isabelle Arnulf et Delphine Oudiette. Isabelle Arnulf qui viendra, comme le disait le professeur Dehaene, présenter dans ce séminaire le 21 février. Donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Je rajouterais que cette capacité de répondre n'est pas exclusive de ces rêveurs lucides. Des rêveurs non lucides peuvent aussi répondre pendant leur sommeil. C'est très rare, vous pouvez voir que le taux de réponse est inférieur à 1%. Mais c'est tout de même possible. Et quand ils répondent, en général, ils ont plutôt raison. Donc ce n'est pas des réponses au hasard, ils sont corrects dans les exercices qu'on leur demande de faire. Donc vous avez à la fois cette capacité à répondre de façon ouverte et aussi cette capacité à répondre même sans effectuer de mouvement. Tout ça est peut-être dû, en fait, tout simplement à des fluctuations de la vigilance qui jusqu'ici n'avaient pas été mis en évidence. Donc on avait cette notion que si vous êtes en sommeil lent, à ce moment-là vous êtes en sommeil lent et c'est quelque chose de relativement stable et homogène. Il y a tout un courant d'études qui se réalise à la fois chez l'homme et l'animal qui montre qu'à l'intérieur d'un petit bout de sommeil, donc ici vous reconnaissez le cycle de sommeil, ici à l'intérieur d'un petit bout de sommeil lent léger, en fait vous avez des oscillations lentes avec des cycles de l'ordre d'1 minute qui se traduisent par des fluctuations de certains neuromodulateurs, notamment la noradrénaline, qui est extrêmement important pour promouvoir l'éveil. Donc quand vous dormez, cette noradrénaline est basse, mais elle n'est pas complètement nulle et surtout elle n'est pas à un niveau constant, elle fluctue. Et ces fluctuations vont avoir un impact sur le cortex et cet impact sur le cortex va vous rendre plus ou moins perméable aux informations extérieures. Donc on oscille comme ça pendant la nuit entre des épisodes où on va être plus ou moins déconnecté de notre environnement. Alors se pose la question si on a cette perméabilité, même transitoire, aux informations sensorielles, si on les incorpore d'une certaine manière à nos rêves. C'est une question qui est méthodologiquement difficile puisqu'il y a différentes façons de définir cette incorporation. Cette illustration d'un tableau de Dali le montre bien, qui dépeint un tableau d'un rêve qu'a fait sa femme, qui a rêvé de cette scène complètement surréaliste à partir du vol d'une mouche dans la chambre. Donc vous avez ici une incorporation d'un stimulus, un vol de mouche, qui bien entendu se traduit dans le rêve par quelque chose de complètement différent. Donc quand on étudie l'incorporation des stimuli auditifs pendant le rêve, il faut prendre cette dimension de transformation, de créativité du rêve. Et c'est pourquoi, quand on étudie un peu la littérature sur la question, on a un peu tout le champ des possibles, puisque des études ont conclu qu'il n'y avait strictement aucune, presque, incorporation des stimuli pendant le sommeil, alors que d'autres pensent qu'elle est quasiment systématique. Donc on va de 0% à 90%. J'ai proposé à ma collègue Delphine Oudiette de faire une étude où on essayait d'arriver à 100%, comme ça on aurait tout et on pourrait conclure qu'on ne sait rien. Alors,
On peut aussi se poser la question de savoir quelles sont les conséquences éventuelles de ces traitements pendant le sommeil, et notamment si on est capable d'apprendre. Après tout, si on traite de façon complexe une information auditive, en général, on est capable, même sans le vouloir, d'en mettre une partie en mémoire. Alors, l'apprentissage pendant le sommeil est un vieux rêve, hein, qui n'aimerait pas pouvoir apprendre des langues pendant qu'on dort. C'est aussi associé à cette vision peut-être un peu problématique qu'on a en Occident du sommeil, comme un temps inutile, un temps qu'on aurait pu remplir d'autres choses. Et donc vous avez beaucoup de gens qui ont proposé des techniques pour apprendre en dormant. Un bel exemple de situation où le charlatanisme a précédé la technique qui a elle-même précédé la science, puisque tout ça, bien évidemment, n'était basé sur aucune preuve empirique. Il y avait une littérature sur l'apprentissage pendant le sommeil qui, essentiellement, avait conclu qu'on n'apprenait rien pendant le sommeil. On a quand même essayé d'étudier la question en utilisant des techniques un peu plus raffinées, donc toujours avec ces situations où on présentait des stimuli, donc langagiers, ici des mots à des gens pendant qu'ils dormaient, donc soit des mots qui existent, soit des mots qui n'existent pas. Et quand les gens sont réveillés, ce qu'on a fait, c'est que quand nos participants se réveillent, on leur présente différentes listes de mots, soit des mots qu'ils ont entendus en étant éveillés, soit des mots qu'ils ont entendus en étant endormis, soit des nouveaux mots, et on leur demande de nous indiquer si le mot a été entendu pendant l'expérience ou non. On leur demande aussi un jugement de confiance pour faire cette démarcation entre la mémoire implicite et la mémoire explicite. Et alors, ce qu'on peut voir au niveau de la mémoire explicite, donc si on leur demande « est-ce que vous avez entendu ce mot pendant l'expérience, oui ou non ?» Ce que vous pouvez voir, c'est que les mots entendus pendant le sommeil sont traités, pardon, ici j'ai fait une erreur, ici c'est la liste de Noël, petit automatisme. Ces mots traités pendant le sommeil lent sont comme des mots nouveaux, c'est-à-dire les participants n'avaient aucun souvenir explicite d'avoir entendu ces mots qu'ils ont pour autant traités. Par contre, quand on regarde des indicateurs de mémoire implicite, ce qu'on voit, c'est que leurs jugements de confiance sont quand même modifiés. On a l'impression qu'ils ont une certaine sensation que oui, peut-être quand même, ils l'avaient entendu pendant qu'ils dormaient. Résultats comportementaux qui ont été confirmés par la façon dont leur cerveau réagit à ces mots une fois qu'ils les entendent pendant l'éveil, où on voit que ces mots entendus pendant le sommeil ne sont pas exactement traités comme des mots nouveaux. Donc il y a une mémoire, une trace de cette exposition pendant le sommeil qui se transmet à l'éveil et qui est différent des traces plus explicites qu'on peut avoir s'ils avaient entendu la liste pendant l'éveil. Donc ils ont d'une certaine manière appris pendant leur sommeil, mais ils ont appris d'une manière assez particulière et de façon implicite. Alors on a essayé de tester, à savoir si on était capable de traiter des informations nouvelles. Parce que les mots, on les connaît déjà. Donc ici, on est plus dans le cadre d'une mémoire épisodique, se souvenir d'avoir entendu quelque chose qu'on connaît dans un contexte précis. On s'est posé la question de savoir si on pouvait créer vraiment une nouvelle mémoire. Et pour ça, on utilisait un paradigme un peu particulier qui s'appelle l'apprentissage de bruit blanc. Voilà. Je sais pas, c'est un peu discret, mais voilà. Ça, c'était du bruit blanc, donc c'est juste un bruit de rien, le bruit blanc. C'est une métaphore calquée sur la lumière blanche. Ça ne ressemble à rien, le bruit blanc. Ce qu'on a fait, en revanche, c'est qu'on a créé des bruits blancs où on a tout simplement pris 3 bouts de bruit blanc et on les a mis les uns à la suite des autres. Donc c'est du bruit blanc, mais c'est un peu particulier puisqu'on répète la même chose 3 fois. Mais comme c'est du bruit blanc, ben, c'est difficile de savoir qu'on a répété 3 fois la même chose. Donc ça ressemble à ça. Alors je vous le rejoue et normalement vous allez voir dans la version longue, vous allez peut-être commencer à entendre quelque chose. Voilà, donc il y a une sorte de rythme comme ça qui se met en place. Félicitations, vous avez appris la chose la plus complexe qui puisse être apprise au monde, puisque le bruit blanc, c'est tout simplement de l'aléatoire pur. Mais cet aléatoire pur, si on le répète, on est capable de l'apprendre. Et si je vous remets la version initiale, où vous avez pensé que c'était du bruit blanc, mais en fait il y avait une répétition, maintenant, après avoir été exposé suffisamment, vous devriez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors j'utilise les mêmes stimuli depuis des années, donc pour moi ils ont une propriété tout à fait particulière. C'est comme le Petit Prince, hein, ils sont différents de tous les autres bruits blancs qui existent au monde. Ces bruits blancs, en fait, c'est quelque chose d'un apprentissage extrêmement rapide qui se passe très certainement au niveau du cortex auditif et qui reflète juste notre
extraordinaire capacité à nous adapter à ce qui se répète dans notre environnement. Et on a utilisé ce bruit blanc, pas pour l'intérêt qui consisterait à apprendre du bruit blanc, ça ne sert à rien d'apprendre du bruit blanc, mais tout simplement parce que c'est un mécanisme qui nous renseigne sur la disponibilité du cerveau à la plasticité synaptique ou non. Parce que derrière cet apprentissage, il y a une plasticité synaptique, et en utilisant ces bruits blancs, qui est une forme d'apprentissage automatique, on peut voir si le cerveau est disponible à l'apprentissage pendant différentes phases de sommeil, l'éveil, le sommeil paradoxal ou le sommeil lent profond. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a exposé nos participants à différents types de sons dans ces phases de sommeil, et au réveil, on leur a posé des questions sur leur capacité à reconnaître la répétition ou non. On en tire un indice comportemental d'apprentissage. Alors là, il doit y avoir une trentaine de caractères en vertical. À mon avis, votre cortex est grillé. Mais si c'est haut, ça veut dire qu'ils ont appris. Et si c'est au niveau de 0, ça veut dire qu'ils n'ont rien appris. Au début du test, donc une fois qu'ils sont réveillés après une nuit passée à l'hôpital à entendre ces sons, ce qu'on peut voir, c'est déjà que les sons nouveaux, il n'y a pas vraiment d'avantage. Normal, ils sont nouveaux. Ils ont un avantage pour les sons entendus pendant l'éveil en sommeil paradoxal et rien pour le sommeil lent profond. Ce qui a été extrêmement surprenant, c'est ce qui se passe quand on regarde l'entièreté du test, parce que c'est un apprentissage qui est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de finir le test qu'ils ont déjà commencé à apprendre les sons contrôle. Et vous pouvez voir qu'en effet, à la fin du test, ils ont déjà appris les sons contrôle. Par contre, les sons qu'ils ont entendus pendant le sommeil lent sont toujours au niveau de la chance. Et alors là, on a quelque chose de très très particulier, puisqu'on a des sons exposés pendant le sommeil paradoxal qui sont appris un peu comme les sons exposés pendant l'éveil. Par contre, les sons entendus pendant le sommeil lent vont donner des performances qui sont encore moindres que des sons nouveaux. Donc ce n'est pas seulement qu'ils n'ont pas appris, c'est qu'ils sont encore plus mauvais que s'ils ne les avaient jamais entendus de leur vie. Donc un phénomène d'apprentissage négatif qui nous a posé beaucoup de soucis, mais qui a été confirmé par des indices EEG cette fois-ci de cet apprentissage, où on voit ici, c'est la catégorie qui se répète en orange et la catégorie qui ne se répète pas en bleu. On a un indice d'apprentissage qui est plus élevé en sommeil lent léger et qui s'écroule en sommeil lent profond de façon dynamique. C'est-à-dire, si on regarde un cycle de sommeil, on voit qu'en début de cycle, les gens apprennent, et plus les ondes lentes augmentent, plus cet apprentissage se casse la figure, et ils ont désappris ce qu'ils venaient à peine d'apprendre. Notre idée, c'est qu'en fait, le sommeil pourrait avoir une influence sur la plasticité qui dépendrait toujours, encore une fois, du contexte neuromodulatoire, mais cette fois-ci d'un neuromodulateur qui s'appelle l'acétylcholine. Quand l'acétylcholine est à des doses élevées, c'est-à-dire en éveil, en sommeil paradoxal ou en sommeil lent léger, cette acétylcholine élevée va favoriser un processus cellulaire qu'on appelle la LTP, Long Term Potentiation, donc un phénomène de potentialisation des synapses. Donc imaginez que votre son va activer un certain réseau de neurones. À chaque fois que ce son réapparaît, vous allez renforcer ce neurone via la LTP en augmentant la force des contacts synaptiques entre les neurones du réseau. C'est le fameux neurons firing together, wire together, donc les neurones qui déchargent ensemble se lient. Quand l'acétylcholine est basse, vous pouvez favoriser un autre processus qui est le processus inverse. Les neurones qui déchargent ensemble vont se dissocier. Et une acétylcholine basse, c'est précisément ce qu'on a en sommeil lent profond quand vous avez ces ondes lentes. Donc potentiellement, avec un double rôle du sommeil par rapport à la plasticité synaptique, vous avez des zones où la plasticité synaptique va être favorisée, ce qui pourrait aider à la consolidation de nos souvenirs, ce qui est une des fonctions primordiales du sommeil par rapport à la mémoire. Mais vous pouvez aussi avoir éventuellement des phases où il se passe l'inverse, c'est-à-dire vous allez cette fois-ci défavoriser la plasticité pour oublier. Parce qu'une grande propriété et fonction du sommeil, ça serait aussi l'oubli. On ne peut pas passer notre temps à apprendre tout ce qui se passe dans nos journées. À un moment, il faut aussi lâcher du lest et oublier certains éléments. Alors, jusqu'ici, vous avez vu, ces phénomènes d'apprentissage pendant le sommeil, ils sont possibles, mais pas franchement intéressants. Ça va être surtout des petits effets de mémoire implicite. Le seul exemple, on va dire, utile ou intéressant, mais vous allez voir un peu dystopien, de cet apprentissage pendant le sommeil que je connaisse dans la littérature, c'est ces travaux d'Anna Tarzi, qui est une chercheuse en Israël, qui a étudié le conditionnement pendant le sommeil. Donc on peut conditionner des gens pendant le sommeil, on peut associer des sons et des odeurs ensemble pendant le sommeil.
Et elle a eu l'idée géniale de tester ça chez des fumeurs, où elle a fait une association entre l'odeur de cigarette, qui chez les fumeurs est a priori quelque chose d'agréable, avec une odeur nauséabonde. Et elle a fait ça pendant le sommeil, et ce qu'elle a pu observer, c'est que après cette nuit de conditionnement, dans le groupe test, donc les gens qui avaient subi ce conditionnement à leur insu, on a une réduction de leur consommation de cigarettes pour une durée d'1 semaine après cette nuit de conditionnement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la même manipulation à l'éveil ne marche pas. C'est-à-dire votre cerveau éveillé n'est pas tout à fait stupide, c'est pas parce que vous sentez 2 odeurs au même moment que vous allez forcément penser que c'est la même chose. C'est pour ça que les fumeurs peuvent fumer à côté des locaux poubelles dans la rue sans pour autant arrêter de fumer. On arrive à dissocier le plaisir de son contexte. Mais votre cerveau endormi, éventuellement, n'est pas aussi intelligent. Il va faire des associations automatiques qui pourraient être utilisées alors, pour le bien, pour guérir des addictions, des phobies. Pour le mal, vous pouvez forcément penser à ce à quoi ça pourrait mener. Donc, apprendre en dormant, oui, on peut apprendre en dormant, mais c'est un apprentissage limité, en général de bas niveau, implicite, fragile. Et il faut tenir compte, bien entendu, du coût. C'est-à-dire que je peux vous assurer que les gens qui participaient à mes expériences d'apprentissage dans le sommeil, malgré la qualité des matelas de l'Hôtel Dieu, ne voulaient absolument pas revenir passer ces expériences. Entendre comme ça des sons pendant toute la nuit, ça vous assure de passer une mauvaise journée le lendemain et surtout de ne rien apprendre pendant cette journée. Donc il y a un coût qu'il faut bien entendu prendre en compte. Alors, à travers cette présentation de ces traitements, de ce qui est possible, pas possible pendant le sommeil, se tisse une image du sommeil qui est un peu plus complexe que celle qui était présente dans la littérature il y a une dizaine, vingtaine d'années. On a plein de marqueurs du sommeil, plein de patrons d'activité qui vont être produits quand on est éveillé, quand on est en sommeil lent, quand on est en sommeil paradoxal. Et jusqu'ici, on pensait que le cerveau humain dormait de façon uniforme. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que cette uniformité n'est que de façade. C'est-à-dire, quand on plonge à l'intérieur du cerveau, on se rend compte que beaucoup de fois, on peut être dans des états hybrides. Quand on s'endort, vous allez avoir des régions cérébrales qui vont montrer des ondes lentes avant le reste. Quand on se réveille, on peut avoir une région qui se réveille et pas une autre. Quand on rêve aussi, on peut avoir des décalages comme ça entre différentes régions cérébrales. Et je vais finir très rapidement par une généralisation de ce principe de ce sommeil local à l'éveil, puisque c'est beaucoup de mes recherches actuelles au laboratoire, c'est de voir comment ce principe de localité du sommeil va aussi s'appliquer à l'éveil, et pas cette fois-ci expliquer comment on peut répondre quand on dort à l'environnement, mais au contraire, comment on peut ne pas répondre à l'environnement alors qu'on est censé être réveillé. Et étant donné l'heure, c'est le moment parfait pour parler de ces sujets, et je ne vous en voudrais pas si vous n'êtes pas à répondre. Donc, on connaît ces extrêmes entre le sommeil profond, le cerveau complètement éveillé, et ce qu'on a pu mettre en évidence, à la fois chez l'homme et l'animal, c'est que dès qu'on est un peu fatigué, vous pouvez avoir un mélange de ces activités de sommeil et d'éveil, et vous pouvez avoir une expression, par exemple, d'ondes lentes dans un cerveau endormi, éveillé, pardon. Ces ondes lentes, elles vont avoir des conséquences sur votre capacité à traiter les informations et à porter attention. C'est des choses qui avaient été jusqu'ici beaucoup étudiées chez des individus privés de sommeil. Au laboratoire, on s'intéresse à des individus non privés de sommeil, donc vous et moi. Je vous fais passer une expérience, une tâche cognitive extrêmement ennuyeuse. Donc en l'occurrence, c'est une tâche cognitive qui consiste à appuyer à chaque fois que vous voyez un chiffre apparaître à l'écran, sauf quand c'est le chiffre 3. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple, qui requiert juste une capacité à répondre ou à inhiber la réponse, mais qui requiert une attention soutenue pour 1 heure de temps. Donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue attentionnel, est extrêmement compliqué. Et comme c'est très facile, les gens forcément pensent à autre chose. Et on les interrompt à intervalles irréguliers pour savoir si, justement, ils étaient concentrés sur ce qu'on leur demande de faire, puisqu'on leur demande quand même de le faire, et ils sont indemnisés pour le faire. On leur demande s'ils sont en train de penser à autre chose ou si de temps en temps même ils pensent à rien du tout. Ils sont éveillés mais ils ont un trou dans leur flux de conscience. Et on essaye de voir si ces différents états attentionnels ou le comportement sur la tâche et les fluctuations de leur attention va dépendre de leur activité cérébrale en utilisant un marqueur qu'on a tiré de la littérature sur le sommeil qui est le marqueur d'ondes lentes. Donc ces ondes lentes, bien entendu à l'éveil, ne sont pas aussi importantes
que les ondes lentes du sommeil. Donc ça, c'est une activité d'éveil classique. Vous pouvez voir que c'est relativement rapide. Ce qu'on va essayer de voir, c'est voilà, quand vous avez des petits phénomènes comme ça de ralentissement, est-ce que ces phénomènes de ralentissement sont prédictifs de l'état ascensionnel de nos participants? Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'utiliser l'apparition de ces ondes lentes, donc leur présence ou absence, pour essayer de deviner qu'est-ce que le participant a fait au cours de l'expérience. Donc on les utilise comme prédicteurs, donc c'est tout simplement des statistiques, qui nous permettent d'établir des cartes. Et sur ces cartes, on a la localisation de l'importance de ces ondes lentes par rapport à comportement. Donc ces cartes, elles ressemblent à ceci, par exemple. Donc ici, vous avez la carte du scalp de nos participants, donc les oreilles, le nez, vous pouvez voir le graphisme est impeccable. Et les points noirs vous indiquent les électrodes sur lesquelles la présence ou l'absence d'ondes lentes est prédictive d'une variable comportementale donnée qui est ce qu'on appelle une fausse alarme, c'est-à-dire une réponse impulsive. Ils n'étaient pas censés répondre, mais ils ont répondu quand même. Car quand on est fatigué, ce n'est pas seulement qu'on s'arrête de répondre, mais des fois on est aussi impulsif, aigri, pas forcément un peu soupolé. Donc ici, ce qu'on montre, c'est que en fait, cette impulsivité, elle est associée à un phénomène de ralentissement, paradoxalement. Mais ce phénomène de ralentissement, il est plutôt au niveau de l'avant du cerveau, c'est-à-dire au niveau du cortex frontal, des zones exécutives qui sont précisément là pour réguler notre comportement. Donc si on a des individus impulsifs, c'est peut-être parce que en fait, les aires cérébrales qui sont censées réguler cette impulsivité sont en train de dormir et donc libèrent un peu l'impulsivité de l'individu. Quand on s'intéresse aux essais ratés, cette fois-ci, ils n'ont pas répondu du tout alors qu'ils étaient censés répondre, on voit qu'on a toujours des électrodes qui vont nous prédire ces essais ratés, mais dans une autre région cérébrale, plus vers l'arrière, qui sont les aires sensorielles visuelles. Ce qui est tout à fait intéressant, puisqu'ici, la tâche consistait à traiter une information visuelle. Et même quand ils sont corrects, si on regarde la vitesse de leur réponse, on va avoir un contraste entre cet avant et cet arrière du cerveau, où l'apparition d'ondes lentes vers l'avant du cerveau va prédire une accélération des réponses, alors que l'apparition des ondes lentes vers l'arrière du cerveau va prédire un ralentissement. Toujours avec cette notion, donc, que vous avez une sorte d'interruption ou d'une diminution de l'efficacité des traitements cognitifs qui dépend de la région cérébrale et qui va avoir des conséquences qui sont liées à la fonction de cette région. Si c'est votre cortex préfrontal qui est fatigué, l'interruption de son activité via des ondes lentes va provoquer des atteintes au niveau des fonctions exécutives comme l'inhibition, la prise de décision, alors que si c'est vos aires sensorielles qui sont affectées, vous allez au contraire avoir une perturbation des traitements sensoriels. Cette capacité des ondes lentes à prédire les défauts d'attention se fait aussi au niveau subjectif, c'est-à-dire avec ces ondes lentes, on était aussi capable de prédire quand les gens pensaient à autre chose, ce phénomène de vagabondage, ou quand les gens pensaient à rien du tout, ce phénomène de blanc mental. Désolé si je vais un peu rapidement sur ça, mais je pense qu'il faut que je conclue. Donc, de la même manière que pendant le sommeil, on pouvait voir qu'une modulation locale des ondes lentes pouvait ouvrir la voie à des réponses pendant le sommeil, à l'éveil, l'apparition cette fois-ci de ces ondes lentes, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez trop travaillé, parce que vous n'êtes pas réveillé au bon moment, va avoir les conséquences en miroir sur notre capacité à traiter les informations. Vous allez être moins capable de traiter ces informations, avec des conséquences qui peuvent être variées. Vous pouvez être soit impulsif, soit trop lent. Tout ça va dépendre de où survient ce mécanisme unique au niveau du cerveau et de quel traitement il va interrompre. Ce qui nous permet de replacer le sommeil et l'éveil, non pas dans des cases bien séparées, bien isolées, mais sur un continuum, où, en fonction des dynamiques cérébrales précises, que ce soit au niveau global ou au niveau local, on va osciller entre des moments où on est éveillé, concentré, éveillé, pas concentré, éveillé, en train de rien penser du tout, et puis des fois on peut s'endormir. Quand on s'endort, on peut soit plonger dans l'inconscient, soit au contraire avoir des expériences conscientes extrêmement vives. Pendant notre sommeil lent profond, on peut rêver ou ne pas rêver, on peut traiter des informations ou non. Tout ça va dépendre un peu de la signature précise à ce moment-là de l'activité cérébrale et de quelles régions sont en ligne ou hors ligne. Donc je finirai par cette très belle citation de Victor Hugo qui, à mon avis, encapsule bien cet intérêt d'étudier le sommeil.
puisque le sommeil, tout simplement, nous indique ce qui est possible pour notre cerveau et ce qui est impossible. Et la dégradation de l'activité cérébrale pendant le sommeil nous donne beaucoup d'informations sur quelles sont les aires cérébrales, quelles sont les dynamiques cérébrales qui sont importantes pour le traitement des informations. C'est aussi pour moi une aventure humaniste, puisqu'elle nous renseigne beaucoup sur nous-mêmes, sur les autres, sur comment nous dormons, sur comment les gens dorment. Il y a une extrêmement grande variabilité sur la façon dont nous dormons, et ça peut être des fois des sujets difficiles à communiquer. Quand on ne dort pas, c'est difficile d'en parler à des gens qui dorment bien, et inversement. Alors, je finirai tout simplement par remercier les gens avec qui j'ai travaillé. Donc ici, vous avez une longue liste de visages qui n'est même pas complète, qui sont tous les gens avec qui j'ai eu l'honneur de travailler au cours de ces dernières années, aux États-Unis, à Paris, en Australie et puis à Paris. Mais surtout, l'équipe dans laquelle je me trouve actuellement, donc la Dream Team, qui est une nouvelle équipe à l'Institut du cerveau. Donc vous voyez tous ces jeunes visages qui sont les chevilles brouillères derrière tous ces projets, qui sont là pour enregistrer les données, les analyser, pour se casser la tête contre des murs, et sans qui tout ce travail ne serait pas possible. Et bien entendu, toute l'équipe clinique de la Pitié-Salpêtrière, le service du professeur Adnuf, qui sont une source d'inspiration extrêmement importante pour nos recherches, puisque c'est bien des fois à travers l'étude des patients qu'on comprend comment le cerveau de l'individu standard fonctionne. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas pour ce brillant exposé, extrêmement clair, très dense. Il est tard, on va peut-être juste poser quelques questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question dans la salle? N'hésitez pas. Peut-être une question de ma part. Enfin, on voit dans ton exposé qu'on a une sorte d'illusion de conscience. On a l'illusion que la conscience est toujours présente quand on est éveillé et puis qu'elle est toujours absente quand on s'endort. Et selon toi, quel est le statut de la conscience durant le sommeil? Et en particulier, quand les sujets font cette tâche de décision lexicale, moi j'aurais pensé qu'on ne peut pas faire une tâche de décision lexicale sans en être conscient, mais tu as l'air de suggérer que oui, ou bien... C'est la grande question. Je pense qu'il y a déjà des différences interindividuelles extrêmement importantes. Il y a des gens qui ont en effet bien cette distinction démarquée entre le sommeil et l'éveil en termes de leur conscience, et beaucoup d'individus pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Notamment beaucoup de patients qui souffrent d'insomnie parce qu'ils ont l'impression de dormir que quelques heures par nuit, alors qu'en fait ils peuvent dormir jusqu'à 8-9 heures d'un point de vue de l'électrophysiologie, mais pas du point de vue de leur ressenti subjectif. On avait même une patiente à Monash en Australie qui n'avait pas eu la sensation de déconnexion, de perte de conscience depuis des années, associée à un traumatisme pendant son enfance. Donc vous allez avoir des gens comme ça qui, tout simplement, vont jamais se déconnecter, vont dire être conscients pendant leur sommeil. Ça peut aussi se trouver dans certaines techniques de méditation. Donc on peut peut-être aussi remettre en question cette notion de est-ce que quand on dort, tout le monde est vraiment inconscient ou non? Après, dans ce qui concerne nos exercices en particulier, c'est difficile de savoir si, oui ou non, ils étaient conscients au moment de la réponse, parce que la plupart du temps, ils ne se souviennent pas du tout de ce qu'ils ont fait. Pour avoir participé moi-même, comme mon propre sujet à ces expériences, ça peut être assez confondant des fois de se rendre compte qu'on a pu dormir une demi-heure sans se rendre compte qu'on s'était endormi, et sans avoir aucune notion de ce qui s'était passé entre-temps. On a des informations un peu plus précises chez les dormeurs lucides du professeur Arnulf, puisque elle a des gens qui sont conscients au moment où ils reçoivent ces informations, et ils sont capables de donner des récits très détaillés. Et de temps en temps, ils ont vraiment ce récit détaillé de ce qui s'est passé pendant qu'ils faisaient cette expérience pendant leur rêve, où ils vont décrire ces phénomènes d'incorporation. Et des fois, on a des réponses correctes à ces stimulations. Ils se réveillent et ils disent « Ah non, pas du tout ». Et des fois, ils inventent. C'est-à-dire, ils disent « Ah oui, j'ai entendu tel son, j'ai répondu comme ça », et nous, on ne voit rien sur le signal, et on ne leur a pas du tout présenté ce son-là. Donc il y a beaucoup de phénomènes de dissociation possibles. Une expérience que moi j'aimerais beaucoup faire, c'est reproduire ces expériences et puis réveiller les gens juste après pour leur demander si justement ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Mais évidemment, le fait que ce soit juste après montre bien le problème. Enfin, oui. On ne peut pas être conscient de ce dont on n'est pas conscient. C'est la définition. Donc à partir de là, la conscience est forcément une inférence
Et peut-être la plupart d'entre nous faisons l'inférence que quand on dort, on n'est pas conscient, et quand on est éveillé, on est conscient. Mais peut-être certains patients font l'inférence inverse. Dans tous les cas, c'est pas le reflet de la réalité. Non, mais quelque chose qui est intéressant avec le sommeil, c'est qu'on n'a pas seulement le contraste conscient-inconscient, on a aussi conscient d'autres choses. Et j'aimerais bien voir si de temps en temps, on a vraiment des gens, on peut leur présenter un son, ils nous répondent avec une réponse ouverte, donc une réponse musculaire à ce son, et si l'on les interroge, est-ce qu'ils peuvent nous dire que de temps en temps, ils étaient conscients, mais en train de penser à quelque chose de complètement différent. Donc là, on ne peut pas se dire, bon, c'est un problème de mémoire, etc. Ils nous disent qu'ils étaient conscients de quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Peut-être parce qu'ils ont deux consciences dans un même cerveau, un phénomène de split brain fonctionnel. Une partie de leur cerveau fait la tâche, une autre partie est en train de rêver, et ils ne sont capables de rapporter que l'un et pas l'autre. Je voudrais mentionner aussi que le dernier orateur de ce séminaire, Tim Behrens, nous présentera des données peut-être plus théoriques sur le rôle du sommeil, mais aussi du replay, du phénomène de replay, dans la structuration des informations. Je ne sais pas si c'est vraiment la créativité, mais disons l'imposition d'une structure des informations qui sinon n'en aurait pas ou n'en aurait pas autant. Donc ça, ce sera le dernier exposé. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Et à la semaine prochaine.